aux C'est gens. parfait. On y va. J'ai l'impression de vraiment ne pas travailler. On y va. Je commande, je dis lancer l'enregistrement, lancer le PowerPoint. C'est bien, c'est vraiment bien, je trouve. Bon, blague à part, hein, merci beaucoup en tout cas. Et puis je vois aussi que nous avons des auditrices et auditeurs, alors soit nouveaux, hein, soit habituels, donc on est toujours ravis. Alors j'ai salué déjà plein de gens, je vois Florence aussi, je vois Lucie, Susanna, et puis d'autres gens que l'on ne connaît pas, donc n'hésitez pas aussi à intervenir, hein. C'est un séminaire qui est vraiment participatif, et c'est aussi vraiment l'idée d'un groupe de travail. Je pense qu'on va laisser peut-être Hélène présenter son travail. Juste une toute petite chose pour les personnes qui nous rejoignent, si vous voulez bien, enfin, bien sûr sans caractère obligatoire, si vous voulez bien indiquer votre adresse mail dans le chat pour que je puisse l'enregistrer et vous faire parvenir directement les communications si ça vous intéresse. Et je me tais. Hein. Voilà, et sachant qu'il faut en effet aussi dire à ceux et celles qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là avant que nous enregistrons, et il faut toujours prévenir en fait si on enregistre, donc si vous intervenez, vous êtes enregistré en fait, hein, et donc si vous ne voulez pas être enregistré, bon, vous pouvez aussi intervenir par le chat, mais voilà, merci beaucoup pour Françoise et puis Roland que je vois, voilà. Alors, je te laisse peut-être annoncer Hélène, Nicolas, en fait. Oui, Hélène donc, est professeure à l'université de Paris 8, elle est spécialiste de la danse et aujourd'hui donc elle a été présente dès la création de ce groupe de recherche et on l'en remercie très chaleureusement. Et aujourd'hui donc elle nous propose une intervention danseuse dans des espaces mondains 1871-1914, promouvoir la danse et accéder à de nouvelles fonctions. Eh bien, merci beaucoup. Alors, toutes mes excuses parce que j'ai l'impression que la mise en page des titres, il y a eu un petit bug, mais voilà. Il y aura de toute façon pas vraiment de texte. Donc, surtout, merci à vous d'avoir lancé ce projet et de m'avoir accueilli parce que ça me donne l'occasion de me replonger dans un sujet que j'ai envie d'approfondir depuis pas mal d'années, qui est celui du rôle des espaces mondains pour les danseuses et pour la danse au début de la Troisième République, parce que c'est un rôle qui est connu un petit peu plus tard pour Isadora Duncan, pour les ballets russes, mais en dehors de ces deux références, on ne parle pas du tout des réseaux mondains, et par contre, la danse n'apparaît pas dans les travaux qui ont été faits sur la musique ou sur le théâtre. Et moi, c'est en travaillant sur l'entrée des femmes dans la profession de maîtresse de ballet, c'est-à-dire de chorégraphe aussi, hein, que j'ai découvert l'importance de ces espaces, à la fois pour elles et aussi dans l'histoire de la danse. Pour le cadrage, 1871, c'est le moment où les femmes investissent l'activité de maîtresse de ballet, parce qu'avant, c'était que des hommes, dans un contexte d'inflation de demande de chorégraphie, après libéralisation des entreprises théâtrales, déréglementation des cafés-concerts, la guerre, la commune, et puis dans un contexte de pénurie de danseurs, donc il faut monter de la danse, donc il n'y a plus que des femmes, donc on prend des femmes, on les paye moins, donc ça fait d'une pierre deux coups. Et les études, alors j'ai repéré beaucoup de noms, mais les études prosopographiques que je mène font apparaître des liens pour pratiquement toutes les plus grandes avec ce que j'appelle des espaces mondains que je redéfinirai un petit peu après. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, on n'invitait pas de danseuses. Bien sûr, il y avait des danseuses dans les salons, les réceptions, qui faisaient des prestations qui avaient une influence sur leur carrière de danseuse, mais ça ne leur ouvrait pas vraiment de nouveaux types d'activités. Et aussi, ça n'avait pas de répercussions sur la danse en général, ses esthétiques, sa culture et sa diffusion. Et puis, pour le cadrage, j'ai mis 1914, de temps en temps, je mets 1919. Bon, grosso modo, c'est la guerre. Plus tard, dans les années 20, les configurations sociétales changent de nouveau et voilà, c'est un petit peu différent. Donc, la question des circulations théâtrales ici chorégraphiques, finalement, elle se fait à deux niveaux.
Premier niveau, c'est que ces espaces mondains sont pour beaucoup créés, financés ou gérés par des femmes, alors des duchesses, comtesses, princesses et autres riches rentières, qui sont très souvent mécènes, souvent artistes. Alors, artiste, ça veut dire musicienne ou peintre, hein, jamais danseuse, la stigmatisation est beaucoup trop grande, mais qui ne font pas profession de leur art, et qui ont eu un rôle essentiel dans la promotion des danseuses. Et le deuxième niveau, c'est que ces danseuses qui ont fréquenté ces espaces n'ont pas fait que de danser et de montrer de la danse, elles sont elles-mêmes agentes, elles ont constitué et diffusé une culture chorégraphique nouvelle sur le plan historique, sur le plan pédagogique, par des conférences, etc. Donc, avant de parler des types d'espaces et de leur fonctionnement, je vais vous présenter une des premières à avoir largement fréquenté les salons aristocratiques et les salons et les cérémonies de la Troisième République. Alors, c'est là où ça devrait marcher. Voilà. C'est Laure Fonta, donc très jolie, je trouve, qui a fait l'objet d'un oubli assez incompréhensible, car elle a eu une influence sur l'histoire de la danse considérable. Et qu'est-ce qu'elle a fait de si remarquable? Je cite, alors normalement ça devrait marcher, voilà. La comtesse de Beaumont a donné récemment dans son hôtel de l'avenue de l'Alma une soirée des plus intéressantes. Elle a fait assister ses invités à un essai de restitution des danses grecques antiques par mademoiselle Laure Fonta et sa sœur. En effet, on lui doit les premières reconstitutions de danses grecques. Alors, je reprends au commencement. Laure Fonta, qui s'appelle en réalité Laure Poinet, c'est la fille d'un rôtisseur, un ancien pompier qui fréquentait les théâtres et qui emmène donc ses enfants au spectacle tous les dimanches. Donc, sa sœur deviendra comédienne ou danseuse. Son frère sera un célèbre comique, le comique Germain des variétés. Et Laure, elle rentre à l'opéra, c'est une bonne élève, elle devient premier sujet et surtout, elle se tourne vers l'histoire de la danse. Alors, je connais très peu de choses sur sa vie privée, mais bien que d'origine quand même modeste, elle devient très cultivée. Par exemple, la Gazette des femmes écrit le 10 mars 1881 « On remarque à la Bibliothèque nationale une femme élégante, disparaissant à demi derrière des piles d'in-octavo dont elle extrait des monceaux de notes. » Et la presse va la qualifier d'érudite de la danse, mais aussi, parce que ce n'est pas très compatible avec l'image frivole des danseuses, de bableuisme. En 1880, dès que son ancienneté le lui permet, selon le règlement de l'opéra, c'est-à-dire après 20 ans de service, elle demande sa retraite pour se consacrer à la fois à ses recherches et à leur transmission. Et comme elle a 35 ans, c'est pas très vieux, elle continue de danser, mais hors de l'opéra et surtout dans les réseaux mondains. Donc, elle va s'y produire avec d'autres danseuses, monter des ballets, soit exclusivement avec des invités, soit en mixant professionnels, amatrices et amateurs. Et elle est vraiment à l'origine en France de l'immense vogue de reconstitution de danses antiques, alors essentiellement des danses grecques, et de danses que l'on dit anciennes à l'époque, c'est-à-dire des 16e, 17e et 18e siècles. Une vogue qui va être beaucoup portée par des femmes et qui va durer jusqu'au-delà de la guerre de 1914. Donc, elle reconstitue des danses grecques dans les années 1880, donc on est donc 20 ans avant l'arrivée d'Isadora Duncan en 1900, et elle s'appuie essentiellement sur les rythmes et la musicalité de la poésie grecque, puisque le livre de Maurice Emmanuel sur les vases et la statuaire, qui va beaucoup inspirer tous les gens qui vont faire des reconstitutions, y compris Duncan, y compris Nijinsky, dans les années 1900, il va paraître qu'en 1896. Et aussi, autre différence, c'est que des artistes comme Duncan ou Nijinsky ou d'autres, ces danses font partie des danses exotiques et elles ont surtout servi de source d'inspiration pour innover, pour créer des danses nouvelles, alors que l'objectif de Fonta, ce n'est pas du tout de renouveler l'esthétique chorégraphique, mais c'est vraiment de faire un travail historique.
Donc, elle travaille notamment avec le musicien et musicologue Bourgault du Coudray, qui la qualifie d'érudite, et je cite, de philosophe de la danse, qui en sait à fond l'histoire, qui en a codifié l'esthétique, et à qui les archéologues doivent de beaux travaux sur la reconstitution de danses perdues. Elle travaille aussi avec Théodore de la Jarte, compositeur, musicologue, mais aussi bibliothécaire à l'opéra. Sur son second chantier, à côté des danses grecques, c'est retrouver les partitions chorégraphiques de danse depuis le XVIe siècle. Donc, un journaliste rapporte, je cite, qu'elle passe tous ses loisirs à lire de vieux traités, à réaliser des dessins hiéroglyphiques qu'elle est la seule à comprendre, à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque de l'Opéra. Et voilà ce qu'elle lit. Donc, vous voyez, c'est pas simple. L'orchésographie de Thoinot-Arbeau, du chanoine Thoinot-Arbeau, donc qui a été publiée la première fois en 1588 et qu'elle va rééditer 3 siècles plus tard, en 1888, avec, en complétant l'ouvrage avec une notice sur les danses du XVIe siècle. Alors, l'ouvrage n'est pas si simple que ça à décrypter, il se présente de cette façon-là. Donc, il y a une notation chorégraphique avec toutes ces lettres un peu sibyllines, c'est sous forme de dialogue. Et par exemple, que veut dire cette lettre C que vous avez mise à la fin? Et Arbeau répond, elle signifie le congé qu'il faut prendre de la damoiselle en la saluant, la tenant toujours par la main pour retourner où l'on a commencé, afin de danser la seconde partie et retour de la dite basse danse. Tout ça dans la lettre C. Il y a aussi la partition musicale et vous avez aussi des petits schémas qui vous expliquent comment on fait une révérence, comment on fait le rue de vache droit et le rue de vache gauche. Enfin, voilà, c'est très complet. Donc, ce qui montre qu'elle a quand même une expertise très grande pour ces reconstitutions. Et d'ailleurs, son travail va être salué pour les commémorations de la prise de la Bastille en 1879. C'est organisé par le ministère des Beaux-Arts le 15 juillet. Et elle va expliciter ces reconstitutions qui sont très précises, parce qu'elle explique ce qui n'allait pas du tout de soi au XIXe siècle, que pour danser ces danses anciennes, il faut avoir l'accent sur le temps levé. Alors qu'au XIXe siècle, on est très cartésien, on a l'accent sur le temps fort. Et donc, on a l'impression qu'autrefois, on dansait à contre-temps. Elle est extrêmement sollicitée à l'époque. La Comédie Française l'invite régulièrement dès 1883. Elle règle les postures et les marches des interprètes des tragédies grecques, alors notamment Oedipe Roi en 1888, Antigone en 1893, ou alors les danses des comédies de Molière comme Le Bourgeois Gentilhomme. Elle publie également un autre ouvrage, Les danses de nos pères, reconstitution de danses anciennes, et elle va former 2 générations de danseuses spécialisées dans les danses anciennes. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une capture d'écran d'un petit film, si on a le temps, je pourrais vous le passer, d'une gavotte dansée par Cléo de Mérode, donc beaucoup plus tard, en 1900. Bon, c'est colorisé, évidemment. Ou encore les sœurs Mantes, Blanche et Louise Mantes, elles étaient 3 sœurs à l'opéra, qui se spécialisent aussi dans la reconstitution et qui disent qu'elles ont appris auprès de Laure Fonta. Et je vous ai mis en bas une image qui montre que ces danses anciennes, on les trouve partout. On va les trouver aussi bien à la Comédie Française, dans les salons, on va y revenir, mais aussi dans les cafés-concerts. Ici, ce sont des menuets à la Scala. Et enfin, pour en finir avec Laure Fonta, c'est une collectionneuse à une époque où les collectionneurs de danse ne sont pas danseurs, et évidemment encore moins danseuses, mais sont des riches amateurs, et plutôt amateurs de danseuses qu'amateurs de danse. En fait, elle fait un héritage mystérieux en 1881 de ce qui serait un comte ou un baron d'Auverchy, et elle devient donc riche, elle reçoit de l'argent, et elle devient ce que Gil Blas nomme une bibloteuse.
avec une collection qui va être en partie dispersée lors d'une vente aux enchères en 1913, ce qui, je dirais, en contrepoint, montre qu'elle n'a pas eu une fin de vie si facile, puisqu'elle est obligée de vendre aux enchères une partie de sa collection. Et ensuite, après sa mort, le reste sera donné en 1924 par son frère à l'opéra. On a 55 volumes sur les danses anciennes et les danses grecques, plusieurs éditions très rares depuis le XVIe siècle, des objets ayant appartenu à des artistes. Voilà, et c'est donc la première danseuse à avoir eu cette réputation d'érudite et la première aussi à avoir publié des ouvrages. Et les deux types de danse qu'elle a popularisés, donc danse ancienne et danse grecque, vont constituer le socle de ce qui est dansé, enseigné, étudié, non seulement sur scène, parce que ça, on ne va pas s'en occuper, mais dans les espaces mondains. Je reviendrai pourquoi ces deux types de danse, mais avant, je vais esquisser donc un panorama de ces espaces mondains. Donc, ce que j'appelle espace mondain, ça recouvre des dispositifs évidemment toujours privés, mais qui vont des salons et des réceptions réservées à un public sélectionné à des structures de plus en plus polyvalentes, ouvertes à des publics plus larges vers la fin des années 1890. Alors, je précise que moi, j'ai travaillé que sur Paris, où déjà les sources ne sont pas très faciles à trouver, mais qu'il est absolument nécessaire maintenant de travailler sur la province et aussi sur les colonies d'alors, où j'ai quelques éléments qui montrent qu'il y avait des choses très intéressantes qui se passaient. Ce qui va relier ces espaces, malgré leur diversité, c'est que ce sont des initiatives de personnalités mondaines, parisiennes en l'occurrence ici, des financements privés avec des formes de mécénat et aussi une forte médiatisation des activités par la presse. Et les patrons de presse sont des figures actives, ne serait-ce que par les 5 o'clock, qui sont régulièrement organisés par plusieurs journaux et aussi par les théâtres qui organisent des après-midi. Donc la cellule la plus simple, c'est le salon, où on a toutes sortes de fêtes, de bals, d'anniversaires, etc., les fêtes de charité, pendaisons de crémaillère. Non seulement on y convie des danseuses à danser des petits extraits, mais on met en scène des tableaux, des petits ballets composés presque toujours par des danseuses. J'ai très peu de danseurs. Donc, par exemple, quelques extraits de presse. 17 avril 1880, chez le marquis Jules d'Aoust, la grande attraction consistait en un ballet pantomime de Mademoiselle Lorfonta, dont la musique était du maître de séance, La toilette de Diane. Donc, on voit souvent la musique est composée par ceux qui reçoivent et la danse par une danseuse invitée. 9 juin 1903, dîner grec donné chez Madeleine Lemaire avec un ballet grec dansé par des jeunes filles du monde et chorégraphié par Mariquita. 15 juin 1903, brillante matinée chez Madame Auguste Célérier dans son hôtel de la rue de Prony. Madame Sackville-West dans ses danses grecques, Mademoiselle Tchernousko dans un ravissant cakewalk. Donc, Madame Sackville-West, c'est la mère de l'écrivaine, et Mademoiselle Tchernousko, elle est maîtresse de ballet. Voilà, très brillant concert 1908, donné hier à Marigny sous le patronage de Son Altesse Royale la Duchesse de Vendôme, au bénéfice de l'hôpital Saint-Michel, service Saint-Vincent. La soirée se termina par un ballet de Mesdames Tchernousko et Bousquet. Donc, Bousquet, c'est une mondaine, d'après un conte de Monsieur G. Briquet, musique de Gemin, dansée uniquement par des amateurs. Donc, on voit cette sorte de mélange. Alors, je vous ai dit la cellule la plus simple, mais parfois ce sont des fêtes extrêmement élaborées, avec par exemple 350 invités, 300 participantes et participants dans des parcs, dans des châteaux. Donc, voilà par exemple 1914, on a une soirée de charité sur le théâtre byzantin de la comtesse Renée de Béarn, avec un ballet égyptien, donc le livret du marquis de Segonzac, la musique de Charles Cuvelier, la chorégraphie d'Antoinette Tchernousko.
et pour la pantomime de Georges Vague. Donc, ce sont les deux professionnels qui interviennent. Donc, vous avez la distribution, on n'a que des amateurs. Voilà, et vous remarquerez au passage que l'une de ces amatrices, donc qui doit être Mademoiselle van Hoenbroek de la Motte, fait des pointes. Et puis, je reviendrai, parce que j'aurai une question pour vous, au sujet de Monsieur Pierre Marguerite, qui revient très fréquemment. Et puis, autre exemple, en 1934, quelqu'un se souvient du premier bal oriental de 1912 chez la comtesse Aymar de Chabriand, née Lévis-Mirepoix, avec 20 entrées au moins, avec 10 à 20 personnes, voilà, où on a cette fois-ci beaucoup de danseuses et de maîtresses de ballet, puisqu'il y a mademoiselle Régina Badet, donc, qui deviendra comédienne. Il y a Antonine Meunier de l'opéra, Madame Chernousco, et puis voilà, des mondaines. Voilà, donc presque toutes les danseuses invitées viennent de l'opéra ou sont des danseuses italiennes réputées qui viennent de Milan ou de Turin et qui font leur carrière en France. La seule exception, c'est Mariquita, mais Mariquita, c'est la célébrité de l'époque. Et presque toutes ces femmes vont devenir, ou deviendront maîtresses de ballet. Alors, j'ai très peu de sources et aucune primaire pour connaître exactement comment ça se passait. Leur place, leur statut, j'ignore si elles étaient nourries, payées, combien. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu une expérience assez traumatisante de ce genre de participation mondaine, mais voilà, le contexte n'est pas le même. Donc, Myriam Ximénez écrit dans son livre sur les musiciens que Duncan était à peine payé et passablement méprisé, ce qui transparaît aussi dans les mémoires de Marguerite de Saint-Marceau. Donc, je pense que, voilà, il devait en tout cas être très peu payé et quand même regardé de haut. Par contre, elles y trouveraient très certainement des bénéfices importants. Tout d'abord, la notoriété dans la presse, c'est-à-dire que jusque dans les années 1900, les maîtres et les maîtresses de ballet ne sont souvent pas cités ni dans la presse, ni sur les affiches de théâtre. Par exemple, Berthe Bernet, on va en parler dans une soirée mondaine, mais alors qu'elle est la maîtresse de ballet officielle de l'Opéra Comique, c'est pas rien quand même, elle ne figure pas sur les affiches et elle ne figure même pas dans l'organigramme de l'Opéra Comique. Donc, il y a cette visibilité. Deuxième chose, une formation à la chorégraphie, à la transmission. Parce que sur ces scènes, elles sont obligées de mixer des techniques, de composer des petits ballets, de travailler dans des conditions difficiles avec des amatrices et des amateurs qui ne sont pas toujours doués, qui sont sans doute peu disponibles et surtout peu dociles. Donc, il y a vraiment cet apprentissage de la chorégraphie et de la direction d'artistes. Et aussi de la pédagogie, puisqu'il faut bien transmettre. Et enfin, dans ces réseaux, elle trouvait dans le public et parmi les autres artistes invités des contacts, des appuis qui leur permettaient, par exemple, j'ai noté, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais que Mariquita intervient dans une soirée où Jeanne Chal danse, mais après Mariquita va travailler avec Jeanne Chal, etc., etc. Et puis parfois, sans doute, de riches liaisons, j'en ai pas trouvé. Voilà, mais réciproquement, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, l'échange ne se fait pas dans un seul sens, c'est-à-dire que ces danseuses vont apporter aussi des choses à ces milieux et tout particulièrement aux femmes et aux jeunes filles qui participent à leur ballet. Alors, j'ai parlé de des salons, des cercles un peu restreints. Il y a les cercles officiels sur lesquels je ne m'attarderai pas, même si je pense que chacun d'eux, j'ai commencé à réunir des choses, est intéressant. Hein. Le cercle funambulesque, par exemple, qui peut avoir plein de noms, théâtre d'application, théâtre des amateurs, etc. Le cercle de la rue Royale, le cercle de l'Union artistique, l'Union des femmes de France, ça c'était pour Nathalie, mais elle n'est pas là, le cercle des arts de la mode, etc., etc. Dans tous ces lieux, il n'y a pas de visée
pédagogique explicite. Par contre, dans ce que je vais apporter maintenant, il y a des visées pédagogiques puisque ce sont des conservatoires privés. Avec l'un des premiers, c'est l'Institut des Arts. Donc l'Institut des Arts, il est fondé en 1900 par Madame Le Chevalier de Boisval. Il délivre des cours spéciaux à l'usage des gens du monde, en lien avec des matinées qui se déroulent, le tout au 9 boulevard des Italiens. C'est pour ça que je vous ai mis la photo. Bon, ça devait ressembler au moins pour les étages supérieurs à peu près à la même chose. Donc on voit que c'est quand même des lieux très vastes et très riches. Et donc, pour un tarif de 8 à 40 francs par mois, on peut suivre des cours collectifs ou particuliers de musique, d'histoire de la musique, de dessin. On y prépare les concours du conservatoire, ce qui fait qu'il y a quand même une grande ambiguïté parce que c'est pour les gens du monde, mais en même temps, des futurs professionnels peuvent y aller, notamment pour la musique. Mais, et ça, ce sera une constante, jamais pour la danse. On ne forme jamais de professionnels de la danse, en principe, dans les espaces mondains, parce que la danse est beaucoup trop stigmatisée et c'est trop dangereux pour la décence et la réputation des femmes. Donc, à l'Institut des Arts, c'est Madame Julia Longhi, donc c'est un exemple d'une des Italiennes de Milan, qui est maîtresse de ballet, qui donne des cours et qui va faire un certain nombre de ballets dont la musique va être composée par Marguerite, le chevalier de Boisval, donc la fille, qui elle est compositrice. Et ces petits ballets vont être interprétés par des amatrices et des amateurs. Alors, autre exemple de ce type d'espace, vous avez les cours éclectiques, où c'est Madame Tchernousko, dont on a déjà entendu parler, qui intervient. Alors, c'est un peu moins aristocratique, mais c'est quand même une association mondaine et d'art fondée en 1897. Et donc, les cours ont lieu rue Thébout. Donc, les salons Flaxland, en fait, c'était des salons qui appartenaient à un fabricant d'instruments de musique. Et donc, on donne des cours à l'usage des jeunes gens et des jeunes filles du monde, aux mêmes choses, piano, chant, mise en scène, harmonie, composition musicale, violon, violoncelle, déclamation, mandoline, etc., etc. Et aussi danse ancienne et moderne, sachant que cette expression, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. De temps en temps, les danses anciennes, c'est vraiment les danses 16e, 17e siècle. Parfois, c'est juste la valse. Parce que le Boston, c'est la danse moderne. Donc, c'est très fluctuant. Il faut creuser pour savoir quelles étaient les danses qui étaient transmises. Alors, Tchernousko, Antoinette Tchernousko, c'est une ancienne danseuse. Elle venait de Milan. Elle commence une belle carrière, mais elle est victime d'un accident, d'un incendie à l'Opéra de Lyon qui va en partie pas la défigurer parce que c'est plus sur la poitrine qu'elle est brûlée, mais elle ne peut plus monter sur scène et elle va se spécialiser dans les spectacles mondains et dans les cours mondains. Elle est très médiatisée pour les amatrices et aussi pour des professionnels des cafés-concerts. Elle enseigne aussi d'ailleurs à l'Institut théâtral du Théâtre Pompadour, qui a une durée de vie assez réduite et qui fait à peu près la même chose que les cours éclectiques. J'en arrive à un lieu quand même beaucoup plus prestigieux, c'est le Conservatoire Femina Musica, ou Conservatoire des amateurs. C'est le plus emblématique, je dirais, des établissements mondains d'enseignement artistique. Il est créé en octobre 1907 par Pierre Lafitte, qui est directeur des revues Femina et Musica, qui sont des revues plutôt destinées aux femmes, Femina bien sûr, mais Musica aussi, c'est un public professionnel et amateur. Et ça montre bien le rôle de la presse dans l'ouverture et le fonctionnement de ces lieux et de ces réseaux. Donc les cours ont lieu dans son hôtel particulier des publications,
90 avenue des Champs-Élysées. Donc voilà, c'est juste à côté d'Excelsior. Il y a un théâtre où on produit des spectacles, parmi lesquels de nombreux petits ballets, des conférences qui sont fréquentées évidemment beaucoup par des femmes. À son ouverture, le conservatoire va être dirigé pour le théâtre par la baronne de Bourgoin, Suzanne Reichenberg, et pour la musique par Xavier Leroux, qui est un compositeur. Alors, dès le début, on peut y prendre des cours de toutes sortes. Voilà, musique, déclamation, etc. Et pour la danse, on va avoir la technique d'Alcroze, donnée par Mademoiselle Bréchou, et Marikita, qui donne des danses de caractère suivies de Jeanne Hugard. Alors, c'est intéressant parce qu'à sa création, c'est vraiment des cours qui sont étiquetés comme réservés aux gens du monde, en nombre limité, et donc un public féminin. On parle même dans Comédia d'un conservatoire pour les dames et les jeunes filles. Et puis le succès est énorme, ce qui montre aussi à quel point il y a une avidité des femmes et des jeunes filles, je dirais, de la bourgeoisie aisée pour se cultiver, pour avoir des activités. La vie au Grand Air, par exemple, annonce 250 dames et jeunes filles ayant suivi les cours en 1908-1909. Voilà, mais le conservatoire va perdre son caractère exclusivement mondain et à la rentrée 1912, par exemple, il devient aussi une école pour les jeunes gens et les jeunes filles qui veulent faire carrière au théâtre ou simplement perfectionner un talent amateur. Et donc là, j'ai toute la question qui va se reposer pour le lieu suivant, de savoir comment tous ces gens-là cohabitaient. Qui est-ce que c'est séparé selon les cours, enfin, voilà. Donc, c'est quand même un établissement professionnalisant, toujours évidemment que pour la musique et l'art dramatique, hein, pas la danse. Et d'ailleurs, c'est quand même un enseignement il est bon, puisque certains primés des concours que Femina Musica fait chaque année, comme au conservatoire, des primés sont engagés à l'opéra, à l'Opéra Comique, à la Gaîté ou encore à l'Opéra de Monte-Carlo, La Haye ou Boston. Donc, c'est quand même un niveau assez élevé. Et la comtesse Yvonne de Riancey, interviewée dans Musica, souligne, j'allais dire une fois une volonté de parvenir, j'allais dire professionnelle. Et pourquoi le point décerné cet éloge aux amateurs de maintenant? Il faut les féliciter de vouloir cesser d'être des amateurs en ce que le mot exprime de nonchalant snobisme. Tous mes compliments d'avoir aidé à rapprocher comédiens, chanteurs et instrumentistes des gens du monde pour le plus grand bien de ceci et de cela. Donc on voit cette espèce de circulation, mais je le répète, uniquement pour les artistes qui ne sont pas de la danse. Toujours est-il que la danse, elle impose quand même sa présence avec des professeurs de renommée comme Marikita. Marikita, c'est quand même la grande maîtresse de ballet de l'Opéra Comique pendant plus de 20 ans et elle est en même temps maîtresse de ballet aux Folies Bergère. On donne aussi des conférences et voilà ce que dit Comédia de ces conférences. Se retrouver chaque vendredi entre 4h30 et 6h30 au sortir d'une visite ou d'un essayage dans ce théâtre idéal des Champs-Élysées, au milieu d'un public de choix, y rencontrer ses relations, s'y donner rendez-vous et applaudir les artistes les plus célèbres, les conférenciers ou les conférencières les plus inattendus, au cours d'un programme gai, léger, délicieusement éclectique et frivole, que toutes les oreilles peuvent entendre. Voilà de quoi tenter une Parisienne élégante. 5 à 7, c'est la halte au milieu d'une journée fiévreuse, une halte charmante dans un théâtre qui est un salon, le dernier salon où sur la scène l'on cause ou dans la salle l'on potine. Bon, on voit au passage cette espèce de
condescendance pour les femmes qui viennent se cultiver, par définition et par principe, frivole, etc., etc. Alors, je vous ai mis quelques conférences. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques conférencières, notamment Madame Catulle-Mendès, qui s'intéresse à la danse. Elle fera un livret de ballet, d'ailleurs, avec des danses hébraïques, des danses d'Aphrodite. Donc, on voit l'intérêt pour les danses anciennes. Alors, les danses hébraïques, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça devait être assez dénudé. Avec Salomé, et il y a des danseuses qui interviennent, donc Jeanne Chal, Régina Matet, on a des danses du 18e aussi, et même des danses de 1830 qui font partie des danses anciennes à la fin du siècle. Et les danses en crinoline aussi. Voilà, donc je passe du conservatoire maintenant à l'université avec l'importante Université des Annales. Donc, l'Université des Annales, elle est créée comme Femina Musica en 1907 et elle est adossée aux Annales politiques et littéraires, encore la presse, qui est une revue fondée par Jules et Adolphe Brisson. Et l'épouse d'Adolphe Brisson, c'est Yvonne Sarcey. Et Yvonne Sarcey va créer cette université. Elle souhaite apporter aux jeunes femmes de conditions moyennes une culture générale simple en pratiquant des tarifs modiques. Donc là, c'est clairement aussi, on verra que ce n'est pas toujours aussi très clair, mais ça vise une classe plutôt inférieure sans viser les ouvrières. Donc, à côté des conférences et des enseignements artistiques, l'université dispense des cours de mode, de couture, de cuisine, et aussi de sténodactylographie sur 2 ans. Donc là, clairement, la sténo, ce n'est pas pour les mondaines. La cuisine non plus, la couture non plus. Donc, voilà, je ne sais pas encore comment tout ça s'articulait, parce qu'à côté de ça, on a quand même des soirées extrêmement mondaines. Je vous ai mis une soirée dans la grande salle des cours et conférences, le 20 janvier 1907. On voit bien que le public, c'est un public mondain. C'est une salle de 350 places qui est 51 rue Saint-Georges. C'est l'actuel théâtre Saint-Georges. Donc, il va y avoir des conférences où la danse va être en bonne place. Par exemple, la danse grecque, conférence de Bourgault du Coudray, encore, avec des danses réglées par Mariquita. Mariquita, assistée de 4 répétitrices, va enseigner les danses anciennes. Alors, il y a un programme sur l'année. Il y a une danse par cycle de 4 semaines. Chaque semaine, de novembre à mai, il y a un cours de 2 heures chaque jeudi. Donc, on commence par les danses anciennes, sur la musique du Ballet du Roi de Manon, de Massenet. Ensuite, on a un cycle danse grecque sur l'Orphée de Gluck. Ensuite, des danses champêtres de Louis XVI, sur des vieux airs à danser, des danses de 1830, etc. Donc, le programme est réfléchi. Et après la leçon, il est indiqué que les élèves peuvent inviter leurs amis à goûter et que la salle leur est laissée pour parler, s'amuser, danser ou monter de petits spectacles. Et là encore, je me dis, bon, ces cours de danse, visiblement, c'est quand même pour une société mondaine, pour des jeunes filles de bonne famille. Je ne pense pas que ce soit celles qui suivaient les cours de sténodactylo, mais voilà, je n'ai rien sur ces élèves. Par contre, si je regarde, par exemple, qui participait aux grandes fêtes de l'Université des Annales, Château de Bellevue, 8 juin 1910, alors pour indication, et parce que je trouve ça rigolo, je vous ai mis le menu du déjeuner dans l'orangerie de Monseigneur le Dauphin. Donc, on voit bien que c'est quand même un menu réservé à une certaine élite. Ça vous fait saliver avec une grande fête. Donc, il y a certainement 2 types de publics avec peut-être des croisements, mais peut-être pas non plus. Toujours est-il dans cette Université des Annales qui va avoir un rôle important,
Après Mariquita, qui n'a pas un programme pédagogique très développé, c'est Henriette Régnier qui va prendre le relais, qui est une ancienne danseuse de l'opéra qui l'a quittée à la suite d'une blessure et qui va créer sa propre méthode et avoir un véritable projet pédagogique pour des femmes amatrices. Et c'est la première fois qu'on va élaborer un programme pédagogique pour des amatrices et elle va publier sa méthode dans l'harmonie du geste. L'harmonie du geste, le titre complet, exercice de maintien et de grâce à l'usage des jeunes filles. C'est donc la troisième femme, après Laure Fonta, Hubert Bernet, à publier un traité à la fois théorique et pratique de la danse en exposant sa pédagogie personnelle. Parce que, comme elle le constate dans son introduction à propos des enseignements pour femmes qui existaient, je cite, « Comme il est d'usage en toute chose, ce sont des hommes exclusivement, ou peu s'en faut, ça j'aime bien, ou peu s'en faut, qui ont établi ce programme à l'usage des jeunes filles. » Alors, il y a plein de choses, son programme mêle un petit peu des exercices de danse académique, mais aussi des exercices de gymnastique, des exercices de danse ancienne, des exercices de ce qui deviendra la danse moderne, avec la musique, avec des petits schémas, des descriptions et des photos, où l'on voit que on est toujours en extérieur. Et ça, c'est intéressant, d'ailleurs, elle le dit elle-même, qu'il faut danser à l'extérieur, et s'il fait trop froid, à ce moment-là, il faut ouvrir les fenêtres en grand. Ça participe de tout ce discours sur la santé des femmes, où il faut qu'elles aient des activités physiques en plein air. Donc, elle dit aussi, le corset, non. On met une tenue souple qui permette de bouger et de respirer. La revue des annales, donc adossée, plutôt l'université qui est adossée à la revue, va aussi jouer un rôle important pour la diffusion des savoirs en danse, puisqu'elle va ouvrir un supplément qui s'appelle RIS et Danserie, où Henriette Régnier va publier son cours de danse ancienne, illustré, je cite, de petits dessins pas plus hauts que cela, mais qui rendront facile et clair un des arts les plus élégants et les plus salutaires de la jeune fille. Bon, les annales ont une vision assez, je dirais, ouverte à l'éducation physique des femmes, donc ils vont soutenir la gymnastique et ils donnent une grande place à Henriette Régnier, qui est la seule femme à intervenir, vous voyez, dans le sommaire, avec Yvonne Sarcey, qui a une chronique très féminine, les lettres de la cousine. Alors, on y trouve très régulièrement des leçons de danse, le menuet, le pas de basque élaboré, etc. Donc, cette université, elle va perdurer bien au-delà de la Première Guerre mondiale, mais la danse disparaîtra dans les années 1930. Donc, le dernier espace dont je veux vous parler, qui se situe un peu à la frontière de mon sujet, mais comme c'est mon chouchou, je vous en dirai un mot, c'est le Conservatoire populaire de Mimi Pinson, donc que vous avez ici. Alors, j'aime bien ces deux représentations parce que si on regarde bien le petit schéma qui est un peu caricatural et la photo, on voit que sur la petite caricature, on vous représente des femmes habillées en bleu de travail et sans chapeau, alors que dans la réalité, ces femmes, elles mettaient leurs beaux habits pour aller prendre leurs leçons et elles avaient tout un chapeau comme des dames convenables à l'époque. Alors, Conservatoire populaire de Mimi Pinson, il naît en 1902, mais au préalable, le compositeur Gustave Charpentier, qui est le compositeur de l'opéra comique Louise, premier opéra comique sur une ouvrière, etc., qui fait un peu révolution. Donc, Gustave Charpentier veut créer l'œuvre de Mimi Pinson dans le but d'offrir des places de théâtre aux ouvrières et employées parisiennes.
Bon, c'est un philanthrope, lui-même venait du Nord, il avait travaillé dans les Orphéons, il a démarré dans les Orphéons, il a une vision un peu anarchiste aussi, donc voilà, c'est son idéal. Donc il s'adresse pour financer son œuvre au directeur de théâtre, donc là ça fait un grand flop, personne ne veut donner de place gratuite pour les ouvrières. Donc ensuite il s'adresse aux auteurs de théâtre, alors ça marche un peu mieux, mais ça ne va pas très loin. Et enfin, il s'adresse aux philanthropes et à la bonne société. Et là, évidemment, ça marche. Les comtesses, duchesses, etc. disent « Ah, c'est formidable ». Alors, elles ne vont pas nécessairement donner beaucoup. Hein, ça pourrait faire l'objet d'une autre communication plus sur Mimi Pinson. Mais voilà, c'est pas nécessairement, mais il y en a qui donnent beaucoup. Hein. La comtesse de Rothschild, par exemple, a donné vraiment beaucoup. Et puis surtout, ça entraîne le reste de la société. C'est-à-dire que le monde musical, notamment, va donner de l'argent avec des femmes comme Pauline Viardot, qui va donner. Et puis, il va y avoir des gens très simples, des gens qui mettent 6 francs, et puis comme dédicace pour l'ouvrière la plus pauvre de Paris, ou une place pour le spectacle des variétés. Voilà, c'est assez touchant, ou un banquet qui se cotise, les gens ont mis 10 centimes, et puis ils arrivent à avoir 6 francs pour 2 places pour une ouvrière parisienne. Donc oui, c'est assez touchant, je trouve. Et puis Charpentier, qui ne se contente pas de ça, en 1902, il ouvre le Conservatoire populaire, consacré à l'enseignement de la musique vocale, instrumentale et de la danse classique. Attention, danse classique, il ne faut pas entendre danse de ballet, surtout pas. C'est de la danse dans la tradition française, donc c'est réservé aux dames et jeunes filles, ouvrières et employées. Les cours sont gratuits, sous réserve de présenter une attestation d'emploi, et il faut un minimum de 2 présences par mois et par cours, sauf en cas de force majeure. Les cours ont lieu en semaine de 20h à 22h et le dimanche de 10h à midi. Alors au début, c'est dans les salons Pleyel. Pleyel prête les instruments de musique et prête ses locaux. Et puis il y a un tel succès qu'il faut trouver d'autres salles. Donc ce sont les écoles de jeunes filles et des salles municipales ou des locaux prêtés par des maisons de l'industrie et du commerce de la musique qui vont servir d'espace pour enseigner. Donc, c'est très réglementé. Il y a 8 divisions d'enseignement. En tout, au début, il y a 40 cours. Et dans la 7e division, on a des cours de maintien, pantomime, escrime, danse classique et danse populaire. Et ensuite, l'art dramatique va se rajouter. Donc voilà, j'ai des photos des cours de danse, donc sans doute dans une école municipale. Les enseignants et enseignantes de toutes les disciplines sont des professeurs réputés. On aura des professeurs pour la danse de l'opéra et de l'opéra comique. Il y aura notamment Antonine Meunier, Mademoiselle Rat, Julia Souplet de l'opéra comique. Tout le monde est bénévole, sauf il y a seulement des petites indemnités les jours de pluie pour pouvoir que les professeurs viennent en voiture. L'établissement est financé essentiellement par les fonds privés, mais il y aura quelques petites subventions publiques. Par exemple, en 1902, la ville de Paris donne 1500 francs, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, 1000 francs, c'est pas beaucoup, hein. Et le ministère du Commerce, 100 francs, alors que les souscriptions privées s'élèvent à 4900 francs, qui vont être partagés entre le conservatoire et l'œuvre, parce qu'on continue à payer des places de spectacle pour les ouvrières. Voilà. Donc, je ne vais pas développer davantage sur ce conservatoire, mais vous voyez un peu l'éventail de ces réseaux mondains impliquant des personnalités mondaines. Et là, je vais passer à la fin de mon intervention en revenant sur quelle danse on danse, et commencer par observer que dans tous ces espaces, il y a souvent des contradictions entre ce qu'on fait,
pratiques et les déclarations d'intention. Les déclarations d'intention, elles visent bien souvent à rassurer sur la respectabilité des danses, la chasteté des interprétations et le fait qu'on n'y forme surtout pas des professionnels. Et surtout pas de danse académique, c'est-à-dire pas de tutu, pas de pointe. Sauf qu'on l'a vu, on a des photos quand même d'amatrices sur pointe. Et puis, les salons sont très loin d'être aussi guindés qu'ils le prétendent. Hein. Ça peut être très déshabillé dans les salons. La première revue de salon daterait de 1864, donc Second Empire. On va y danser largement le cakewalk, qui est la danse scandaleuse, à partir de 1902. Et le tango. Le tango, il va même être enseigné, je crois, je ne sais plus si c'est Femina Musica ou les annales, donc à des jeunes filles très très bien. Voilà, alors pour les conservatoires, on souligne que ce n'est pas professionnalisant pour la danse, parce que évidemment, ça conduirait les élèves à transgresser les normes de leur classe, que ce soit la classe aristocratique ou bourgeoise, ou, dans le cas de Mimi-Pinson, les classes ouvrières. Et d'ailleurs, ce sera une lutte permanente. Les critiques contre Mimi-Pinson, ce sera de dire « Ah mais oui, mais les ouvrières vont devenir artistes, mais ce n'est pas possible ». Et Charpentier dira « Non, 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 pas du tout, pas du tout ». Il n'empêche que dans la réalité, certaines sont rentrées ensuite au grand conservatoire. Il y a eu des carrières artistiques issues de Mimi-Pinson. Mais il ne faut pas le dire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les programmes? Je cite le programme de Mimi-Pinson. Nous apprendrons d'abord la musique et avec la musique, la danse. Non pas la danse de salon ou de guinguette, ni d'opéra, avec des jupes courtes, pizzicati et entrechats. Nous te donnerons le sens vrai de la danse, celui des danses antiques qui enseignent la grâce, la souplesse, l'élégance de l'attitude et traduisent l'harmonie musicale par l'harmonie du geste. Si je prends les annales, c'est à peu près pareil, sauf qu'on ne tutoie pas les jeunes filles de bonne famille. Je cite, « À la danse, on se gardera de ployer le corps à la gymnastique lassante strictement exigée par la chorégraphie. On s'efforce de lui faire sentir l'influence du rythme et de la cadence, et par cette influence, on règle la souplesse de ses mouvements, le charme de sa démarche, la courbe de ses gestes. Tout cela d'après la manière antique qu'inspirait la pure beauté et dont le spectacle est autrement agréable que celui de l'évolution trépidante du ballet fondée sur des conventions irraisonnables. » Voilà. Or, dans la réalité, tous les lieux produisent des représentations publiques ou semi-publiques dans les salons plus fermés, qui ne sont pas rémunérés, mais qui sont largement annoncés dans la presse et où on a parfois des extraits de ballets. Par exemple, à ma grande surprise, dès la première année, à Mimi-Pinson, on produit des extraits de Coppelia. Donc, on est typiquement sur du ballet. Et dans tous ces espaces, on va avoir les deux types de danses développés par Laure Fonta, c'est-à-dire les danses grecques et les danses anciennes, 16e, 17e, 18e siècle. Donc, si je prends le programme de Mimi-Pinson, la première année est consacrée à l'étude des pures danses antiques, des gestes naïfs, graves, religieux, des cortèges cadencés, des menées lentes, des rythmes précis sans raideur, sévèrement réglés. Parfois, quelques danses populaires ramenées à sa primitive expression, sans glisser, jeter, ni battement, ni saut de chat. En un mot, tous les exercices de mouvement et de gestes qui permettront à la grâce native des charmantes parisiennes de se manifester pleinement, sans qu'il en résulte pour elles une fatigue, un ennui, une humiliation, du ridicule. Voilà, et puis l'année d'après, on travaille les danses anciennes et des danses populaires. L'Université des Annales, c'est à peu près pareil. On étudie les danses antiques et des danses anciennes, villanelle, gavotte, courante, sarabande, passe-pied, etc., auxquelles s'ajoute en deuxième année quand même le tango. Alors, pourquoi cet engouement pour ces deux styles de danse qui remontent donc à la fin des années 1870 ? Le public y voit
ce sont quand même à la base des mondains et mondaines, ils voient les formes idéales de danse noble, décente, dont la pratique va être non seulement possible, mais souhaitable pour les jeunes filles et les femmes. Et il y a 3 motifs. D'une part, ce sont des danses suffisamment spécifiques et différentes de la danse académique de ballet pour que les personnes qui les pratiquent ne soient pas éclaboussées par des stigmates, les sauts de chat, etc. On n'y porte pas de jupes courtes ou de tutu. Je cite le commentaire d'une soirée mondaine. Il ne s'agit pas ici de tutu de mousseline, mais de danseuses drapées à l'antique, neufs et bacchantes. Le chroniqueur insiste beaucoup sur la décence et le charme exceptionnel de cette représentation mondaine. Si je prends une représentation d'Orphée par des amateurs sur le théâtre de Monsieur et Madame Godillot, on applaudit longuement les danses chastes et gracieuses, plus gracieuses d'être chastes. Bon, en réalité, c'est clairement très hypocrite puisque cette décence qui est mise en avant, elle permettait quand même au public masculin de voir des femmes du monde en nymphes et en bacchantes ou en danseuses du XVIIIe siècle, siècle réputé libertin. Donc voilà, il y a une grande hypocrisie. Mais d'un autre côté, si on retourne la question, ces mêmes élèves qui sont donc des femmes qui doivent avoir une posture, un maintien très réglé par leur appartenance de classe, et bien, danser des danses antiques ou danser des danses du XVIIIe siècle, ça leur permet de sortir justement des normes de ce maintien au motif d'apprendre le maintien. Et donc, eh ben, on enlève le corset et on se met en tunique, on danse pieds nus, on exprime ses sentiments ou on mime le flirt. Donc, tout ça, bah, c'est plutôt épanouissant. Voilà. Le deuxième motif, c'est que ces danses possédaient aussi une légitimité d'ordre historique, puisqu'on est dans le contexte politique d'une Troisième République qui cherche beaucoup à s'enraciner dans la tradition. Donc, on rappelle toujours les fastes du XVIIe siècle, notamment la période de Louis XIV, et qui était aussi le grand siècle de la danse. Donc, c'est la référence constante que l'on va opposer à une période où le désordre social et la dégénérescence culturelle et morale se manifestent, entre autres choses, par une danse supposément décadente du ballet et le succès des danses frénétiques issues des cafés-concerts, des bals publics et de l'étranger, comme le fameux cakewalk. Et la danse grecque est supposée être le berceau naturel d'une danse d'expression instinctive, harmonieuse, pure, etc., etc., etc. Donc non entachée des tares du divertissement. Et donc, c'est une danse noble, de même que les danses anciennes, qui sont des danses nobles, donc nobles s'entendant au sens du type de danse, mais aussi de la noblesse. Et par des effets un peu spécieux de discours, on va même dire que finalement, les danses anciennes du temps de Louis XIV, elles descendaient des danses grecques. Donc, par exemple, les attitudes relèvent, c'est Henriette Régnier qui écrit, les attitudes relèvent surtout des danses grecques, source de toutes les danses de caractère noble. Et puis, je vous ai dit, on est quand même dans une période extrêmement nationaliste, donc tout ça, c'est français. Et puis, la Grèce, par le biais de Louis XIV, ça devient aussi très français. Et on va valoriser, alors plutôt dans les années 1910 aussi, les danses traditionnelles de province. Donc, on va apprendre les antiques bourrées françaises. Voilà, je cite un commentaire d'une soirée où les bourrées sont dansées notamment par la comtesse de Catinot, Mademoiselle Rémise, Monsieur Remise et Pierre Marguerite à une fête de l'Aiguille française, l'œuvre fondée par la baronne Fauqueux, dont la duchesse d'Uzès, douairière et présidente d'honneur. Voilà, et on va mettre en avant les 3 éléments qui, dans le contexte nationaliste de l'époque, valorisent l'initiative.
La bourrée, c'est une danse ancienne, elle est française, et c'est aussi une danse qui a une origine noble, puisque l'Université des Annales nous écrit « Si nous voulons faire revivre des danses anciennes, nous n'avons pas besoin d'aller chercher à l'étranger. Les vieilles danses de chez nous sont les plus fines et les plus gracieuses des danses. La plus gracieuse et les plus fine parmi ces danses, malgré ce qu'en pensent bien des gens mal informés, ce sont les bourrées. La bourrée était d'ailleurs une danse de cour. Au XVIe siècle, à la même époque que la furlana vénitienne, elle était en vogue dans les fêtes royales. » Bon, ce qui n'est pas faux, mais voilà, ça arrange bien le contexte. Et puis je dirais que le troisième argument pour diffuser ces danses, c'est qu'elles ne sont pas très compliquées à apprendre en même temps. Bon, les danses à l'antique, effectivement, c'est beaucoup de postures, le costume, il fait beaucoup, c'est de l'expression, c'est beaucoup de pantomime. On va simplifier les danses anciennes avec quelques pas. Les danses traditionnelles, on va aussi un peu les simplifier, ce qui fait que même des amatrices peuvent s'en emparer et les faire de façon correcte. Alors, pour terminer et conclure, je dirais que quel est le rôle de ces espaces et de ces danseuses? Je dirais qu'un des rôles importants, ça a été tout d'abord pour l'émancipation des corps. Parce que l'un des motifs de présence de la danse, c'est quand même l'éducation des corps féminins. On veut apprendre la grâce, le maintien, le sens de l'harmonie. Alors, officiellement, effectivement, c'est de faire rentrer les femmes dans la case féminité. Et c'est toujours compliqué en même temps de dire, voilà, chez beaucoup d'hommes, c'était vraiment l'objectif. Pour les femmes qui ont ce discours-là, c'est peut-être, je dirais, un discours alibi pour faire rentrer un petit peu autre chose. Et par exemple, Henriette Régnier écrit « Nous cherchons aussi à donner la souplesse des mouvements, l'aisance et la naturelle de l'allure, la grâce de l'attitude qui font le charme de la femme. Certes, grâce et charme résident surtout dans le rythme et l'harmonie des gestes et des attitudes. » Donc, on pourrait se dire, c'est quand même très essentialiste, etc. Mais en même temps, elle ajoute très prosaïquement, quelques pages plus loin dans son introduction, « Nous cherchons à régulariser et développer la respiration, à mettre dans leur aplomb normal les diverses parties du corps, à aider au développement de la poitrine, à assurer le bon fonctionnement des poumons, du cœur et des principaux organes abdominaux, en un mot, à obtenir une bonne santé en activant la circulation. » Donc là, on est beaucoup plus sur l'éducation avec, je vous ai dit, la tenue qui doit être, permettre le mouvement et le plein air. Et donc, il y a aussi un discours qui est tenu par ces femmes qui vise à convaincre de la nécessité de faire de la danse et de l'éducation physique. Et à l'époque, vraiment, éducation physique et danse sont main dans la main. C'est seulement plus tard qu'il va y avoir une opposition entre les deux. Et un certain nombre de ces femmes vont aussi rejoindre les congrès d'éducation physique. C'est le cas d'Henriette Régnier en 1913. Elle va aller au grand congrès d'éducation physique où il n'y a quasiment que des hommes et elle va défendre l'art chorégraphique comme base pour les femmes. Et puis cet apprentissage pour les femmes, ce n'est pas que physique, c'est des compétences en termes de qualité de mouvement, de musicalité, en termes d'appropriation de l'espace. Donc voilà, c'est un apport important. Ensuite, le rôle de ces espaces, ça a été évidemment un tremplin fabuleux pour les carrières des danseuses et leur accession à la chorégraphie. J'en ai beaucoup, des maîtresses de ballet qui commencent dans les salons et ensuite elles sont recrutées dans des théâtres à Paris ou en province. Voilà, elles sont aussi, je dirais, ces espaces vont aussi permettre de diffuser une culture de la danse. Déjà, donner une place à cette culture de la danse au travers des reconstitutions, mais aussi au travers des conférences. Très souvent, y compris dans les petits salons, mais on a vu que les petits salons, il peut y avoir 350 personnes. Voilà, on fait un petit ballet et puis après on parle de la reconstitution, on parle de l'époque.
Donc, il va y avoir une véritable culture de la danse qui va se développer et qui va, comme ça plaît, qui va se diffuser alors que cette culture, elle n'existait pas. Il faut voir l'état de la réputation de la danse et des danseuses, je dirais, au début de la Troisième République. C'est une véritable catastrophe. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais qu'il y a encore énormément de travaux à faire. Hein. Il y a des espaces que je trouve très intéressants, comme le Conservatoire René Maubel. Il y a des sociétés, les Ménestrels de Paris, l'œuvre française des 30 ans de théâtre aussi, où il y a eu de la danse. Donc, il y a beaucoup de choses à creuser. J'aimerais bien aussi faire cartographier les réseaux. Mais ça, c'est difficile parce qu'il faut aussi des compétences, je dirais, en nouvelles technologies. J'ai un modèle qui a été fait au MoMA sur des artistes peintres de la modernité où on peut cliquer et puis on a plein de fils et de réseaux qui se font et je trouverais ça vraiment très intéressant. Voilà, plus, je vous ai dit, là, Paris, c'est déjà, voilà, il y a encore déjà beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi tout le travail sur la province et les colonies. Et évidemment, il y a tous les pays à l'étranger. Et juste pour terminer, je voudrais vous poser, je vais enlever mon PowerPoint pour revoir tout le monde. J'ai une question. Voilà. Dans ces réseaux, j'ai toujours présent Monsieur Pierre Marguerite. Or, Marguerite, j'en ai deux. J'ai l'auteur de La Garçonne, j'ai son frère mais qui s'appelle Paul, et je ne trouve rien sur Pierre Marguerite. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Pierre Marguerite? Paul a écrit des pantomimes, mais voilà, je ne sais pas trop, mais il est très actif. Voilà. Donc, je peux enlever mon PowerPoint et rendre la maîtrise à Nicolas. Merci beaucoup. Je fais pour annuler mon PowerPoint. Bon, c'est pas grave s'il ne gêne pas. Il ne gêne pas, je pense. Hein. Tu peux le laisser comme ça. En fait, je pense que tout le monde était en train de googler Pierre Marguerite en espérant évidemment te donner une réponse tout de suite. J'ai googlisé et je tombe sur les frères Marguerite avec Paul. Donc au début, comme des fois c'est marqué P, je me disais, un journal, il s'est trompé, ils ont vu P, ils ont dit Pierre. Mais en fait, c'est vraiment fréquemment marqué Pierre. Oui. Alors moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Je n'ai pas croisé ce Pierre Marguerite. Je ne sais pas si d'autres ont la réponse. En tout cas, ça s'écrit avec les deux T exactement comme. Oui. Ouais. Donc, et tu as regardé sur des trucs de généalogie si. Alors, j'ai pas eu le temps de faire une recherche généalogique parce que j'ai déjà avec mes maîtresses de ballet. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir qui était ce membre actif de la société mondaine. Et toujours dans les pantomimes, voilà, donc peut-être aussi dans le réseau avec Pierre Vague, non pas Pierre Vague, comment il s'appelle, le mime, voilà, qui lui aussi fait beaucoup de réseaux mondains. Donc un inconnu, Pierre Marguerite. Ok, écoute, c'est très intéressant. Je suis en train de regarder Paul Marguerite et tout ça, mais bon, parce que c'est quand même aussi des gens qui sont très présents dans la sphère mondaine, hein, Paul, Victor et tout ça, en fait, et qui sont assez. Oui, Paul et Victor. Donc au début, je me suis dit, c'est Paul. Paul, il a fait des pantomimes, voilà, ils sont impliqués, ils sont investis, mais à force de voir écrit Pierre, je me suis dit, bon, je sais bien que les journaux au 19e, ils se copient les uns les autres. Et se copier à ce point-là, je trouve que c'est un peu bizarre. Bon, je pense que là, la quête, comme la chouette d'or a été trouvée il y a peu de temps, je pense que Pierre Marguerite, en fait, pourrait être la nouvelle chouette d'or à trouver. Voilà, laissons Pierre Marguerite, parce que du coup, ça donne envie de le chercher sur Gallica et tout de suite, et je suis moi-même en train d'essayer de lutter contre le désir de chercher immédiatement.
Donc, donc voilà, merci beaucoup Hélène, hein. Tu nous as appris beaucoup de choses. Alors surtout à moi qui ai deux pieds gauche et qui donc, tu vois, quand on lui dit temps fort ou pas, je ne comprends pas tout, mais merci, je vais essayer de comprendre un petit peu. Non, c'était vraiment passionnant. On va peut-être laisser la parole peut-être à des gens parmi notre petite assemblée virtuelle qui pourraient avoir des questions, sachant qu'évidemment, moi, j'en ai au cas où. Mais on J'ai va essayé de condenser pour laisser plus de place super, à la oh, c'est discussion. super. Tout à fait. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, peut-être parmi les... Ou Nicolas, du coup, parce que je t'ai... ou les deux Nicolas que nous avons, je t'ai coupé peut-être la parole. Bon, là, oui, ça c'est le numéro 2 qui parle avec l'image du numéro 1. Donc, non, bah, on peut peut-être laisser, moi aussi j'ai des questions, mais peut-être on peut commencer, on peut laisser l'initiative aux participantes et participants. Alors, on compte jusqu'à 10, et puis s'il y a 10, il n'y a rien, on se lance, hein, je pense. En fait. C'est tellement inintéressant, tout le monde s'est endormi. Ah non, mais attends, c'est parce que les gens sont timides, c'est ça. Parce que, attends, moi j'ai ma série de questions. Moi aussi, j'ai. Bon, peut-être moi je vais me lancer, Allez, vas-y, Nicolas. Ça décoincera la parole. Alors, j'avais une question sur une des dernières diapositives que tu nous as présentées. Au niveau des costumes, on voit des dames qui sont, voilà, celle-là, qui sont dans des costumes, j'imagine, de ville, si on peut les appeler comme ça. Ce sont des photos de répétition, de cours, ou ce sont des photos plutôt qui seraient le temps de la représentation ou le temps de la présentation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, je pense que ce sont des photos qui ont été faites. Alors, il n'y a pas de représentation à Mimi Pinson même. Après, comme Charpentier fait beaucoup de grands spectacles avec la muse du peuple, à ce moment-là, il y a des représentations, mais c'est plutôt en plein air, ou pour les commémorations, il fait ça. Au sein de Mimi Pinson, il n'y en a pas. Je pense que ce sont des photos qui ont été faites pour l'agence de presse. Et donc, on a demandé à ces dames de poser et de faire un petit quelque chose pour les prendre en photo. Alors, c'est intéressant parce que j'ai un autre, mais je n'ai pas pu, parce que à la Bibliothèque nationale, on ne peut pas prendre des photos comme on veut, comme aux Archives nationales, mais ils ont un numéro de Musica avec des photos. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai deux numéros de Musica qui n'ont pas les mêmes photos. C'est étonnant. Et j'en ai un où on voit plus de danseuses, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est difficile à dire. J'ai trouvé une photo que j'ai pas pu faucher, faut que je négocie ça, où on voit des cours où il y a largement 70 personnes. C'est quasiment un gymnase où on voit des files de femmes, alors habillées un peu comme ça, mais toutes voilà, comme dans un grand cours de gym, et toutes en train de faire des ports de bras. Donc, on voit qu'elles sont pas toutes ensemble, qu'il y en a, c'est pas tout à fait ça. Mais je pense qu'il y avait aussi voilà, il y avait énormément de monde. Mais Mimi Pinson, ça a eu un succès énorme auprès des ouvrières. Alors, beaucoup les ouvrières de la mode, parce que Charpentier, Louise, c'est une grisette, voilà, que les syndicats de la mode et les fleuristes, alors fleuristes, c'est pas celles qui vendent des fleurs, c'est celles qui cousent les fleurs sur les robes, ont été très mobilisés, mais c'est ouvert à beaucoup de femmes, donc ça c'est voilà, et elles y allaient, elles ne sont pas toutes jeunes comme le dit la presse, jeunes et jolies, il y en a qui sont un peu rondes, il y a des plus âgés, et les cours sont très très fréquentés. Donc c'est vrai que là, je pense qu'ils ont fait une sélection, ils ont dû prendre les meilleurs, et elles ont posé. C'est un peu le paradoxe de Mimi Pinson, c'est-à-dire que c'est très clairement dit dans le règlement qu'il ne peut pas y avoir de développement personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment le collectif, on valorise le collectif, bon, ça va avec l'esprit un peu de Charpentier, donc on travaille qu'en groupe.
Il n'empêche que les meilleurs vont faire partie des spectacles avec Anthony Meunier ou autres et vont participer aux fêtes de la Muse et aux grandes commémorations. Voilà, et j'attends que le fonds Charpentier soit de nouveau accessible, parce que pour le moment, il n'est pas accessible, parce que dans cette correspondance, apparemment, il y en a qui sont devenus professionnels. Et pour prolonger un petit peu, pour élargir cette question, est-ce que toutes ces danses antiques, notamment celles quand Fonta les théorise, ou en tout cas les étudie, est-ce qu'il y a une réflexion sur le costume au-delà de la seule chorégraphie à proprement parler, ou est-ce que c'est quelque chose de plus accessoire, le costume Alors, c'est accessoire et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que, disons que les costumes, on prend les costumes des fresques, des vases, voilà, c'est la tunique, la même chose qu'Isadora Duncan, en gros, hein, toutes les photos, elles se ressemblent toutes, ces danseuses, plus ou moins transparentes selon les lieux. Il n'y a pas une discussion vraie sur le costume, et en même temps, c'est important, parce que, on dit bien que ça libère le corps, alors ça peut être choquant, et on voit bien que tout est une question de milieu où ça se passe. Par exemple, mais ça c'est vraiment Isadora Duncan qui, voilà, elle est dans les salons, et dans les salons on peut être en tunique, parce que c'est les salons. Par contre, quand au Théâtre de la Gaîté, les frères Isola qui ont recruté Eva Darcy, qui vient de l'Opéra de Paris, comme danseuse étoile, lui demandent de danser en tunique le rôle de Salomé, elle refuse et elle leur fait un procès. Parce qu'elle dit, mais moi, je suis une vraie danseuse. Moi, je ne suis pas là pour aguicher les gens du premier rang. Donc, moi, je veux danser en tutu. Donc, ça fait un procès, donc la presse s'amuse beaucoup. Et son avocat dit, pourquoi ce serait plus ridicule de danser Salomé en tutu, puisqu'on sait bien que le théâtre, c'est des conventions. L'opéra, les gens chantent, alors que dans la vraie vie, les gens ne chantent pas. Donc Salomé, elle peut tout aussi bien être en tutu. Et ma cliente, c'est une professionnelle. Donc, elle a le droit de danser en tutu. Et je pense que les deux, finalement, défendent leur statut de femme. Mais Isadora Duncan, en rejetant le tutu, elle le fait dans les salons, avec des dames, voilà, et puis ils ont l'habitude dans les salons de voir des danseuses, ça fait 20 ans qu'ils envoient des danseuses en tunique. Sur la scène de la Gaîté, là, c'est clairement une érotisation. Et Eva Darcy, elle défend son statut professionnel, donc son bleu de travail, c'est le tutu. Donc elle veut un tutu. Merci. Lequel tutu est rejeté aux annales ou à Mimi Pinson parce que c'est un truc beaucoup trop sexy. Donc il y a la valeur du costume n'est pas la même. Je crois que Lucie, vous avez... Alors, je vais remettre mon micro. Merci beaucoup. En fait, c'était passionnant. Il y avait tellement d'informations qu'on n'ose pas trop se lancer pour les questions. Mais je rebondis simplement sur ce que vous avez dit sur Salomé. C'était à quelle date qu'elle a refusé de danser autrement qu'en tutu 1903, je crois. Si je ne me trompe pas. De toute façon, c'est soit 1902, soit 1903. On est donc au tout début des années 1900. 5 ans après, Ida Rubinstein à Saint-Pétersbourg, dans un salon, elle fait la danse des 7 voiles et elle termine toute nue. Et en oui, fait, mais il y en a pas mal, même à Paris. Ouais. J'ai des photos de Régina Badet. Ouais. Oui, il voulait le faire dans un théâtre, mais pour contourner c'était pas possible dans un théâtre à cause de la censure, et du coup ils se sont servis du salon pour contourner la censure. Oui, je trouve que c'est très à Berlin intéressant aussi. Par contre, en France, il y a eu sur des danseuses, mais alors complètement nues, il fallait que ce soit une soirée privatisée. Mais en même temps, à Paris, ça fait pas scandale. C'est comment elle s'appelle, Adorée Villani, qui à Berlin, alors là, ça fait vraiment scandale. C'est très politique le fait de danser nu, etc. À Paris, ça fait rire tout le monde, quoi. Et c'est vrai que j'ai des photos de Régina Badet. On voit carrément ses seins. Voilà, on n'est
pas très prude. Et le salon, c'est aussi un endroit où on peut faire plein de choses. C'est pas du tout chaste, contrairement à ce qu'on peut écrire. Alors du coup, moi, c'était aussi peut-être un petit peu en lien avec ce qui s'est dit, puisque moi, ayant travaillé sur les actrices, je suis aussi en quête à chaque fois de la légitimité des actrices, et les actrices sont aussi en quête de leur légitimité. Et en fait, on dit toujours un petit peu que c'est vers les années 1880 que les actrices peuvent peut-être gagner cette légitimité avec des espèces de monstres sacrés qui commencent à dire qu'elles sont légitimes. Et puis aussi avec en fait toute une petite industrie des actrices qui justement passent le conservatoire, et donc en fait on réinvente des trajets méritocrates. Voilà, ce sont des interprètes au service des œuvres et tout ça. De ce que j'entends là, c'est que la danseuse, en fait, elle reste toujours quand même un potentiel féminin scandaleux, et ça jusqu'à une époque quand même, parce que, ou alors du coup, on trouve des hiérarchies dans les danseuses pour déscandaliser une partie. Oui. Tu vois ça jusqu'à quelle époque, en fait Je dirais quasi jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que je me souviens, ça devait être dans les années 1990, bon, mais c'est pas si vieux que ça. J'avais une amie qui enseignait en collège et qui m'avait demandé si j'accepterais de prendre dans ma compagnie respectable de danse contemporaine 2 de ses élèves, un garçon et une fille. Et le papa de la fille m'avait téléphoné en me disant qu'il ne voulait pas que sa fille elle aille dans des lieux suspects et faire de la danse. Voilà, j'avais trouvé ça, j'avais été très surprise. Donc, il y a ça. Et pour ces femmes de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incompatibilité, on le voit bien pour Laure Fonta. C'est pas la seule, mais toutes ces femmes qui veulent penser et s'imposer, automatiquement, si elles pensent, c'est des mauvaises danseuses, elles sont froides, elles sont bourgeoises. Berthe Bernet aura les mêmes reproches. En plus, elle fricotait avec les syndicats, donc voilà. Et elles sont prises là-dedans. Les danseuses, elles doivent être jolies, avoir de jolies jambes, être frivoles ou être carrément prostituées. Et donc, c'est très compliqué pour ces femmes de trouver la bonne stratégie. Et quand je regarde les images qu'elles laissent, c'est très différent justement des comédiennes. Par exemple, Mariquita et Sarah Bernard, elles ont à peu près le même âge, à quelques années près. Et Sarah Bernard, c'est la grande séductrice quasiment jusqu'à sa mort. Mariquita, très vite, elle se représente avec les cheveux gris tirés en arrière, un chignon, le col fermé jusque-là, avec un livre, exact, elle a les mêmes postures que Colette, accoudée à son bureau, en train de lire. Donc vraiment, voilà, et on la décrit comme une petite marquise du XVIIIe siècle, voilà, une petite dame poudrée, voilà, c'est son image. J'en ai d'autres, Louise Tichel, elle, c'est aussi le col jusque-là, elle ne sourit pas, elle a l'air désagréable. Bon, elle n'était peut-être pas très agréable dans la vraie vie, mais il y a cette posture. D'autres, elles sont costauds et elles se représentent en bonne bourgeoise. Donc, on est vraiment sur cette espèce d'enjeu, et il faut à la fois séduire la presse. Par exemple, Stichel, qui est désagréable, effectivement, qui fait des procès à tout le monde, elle est blacklistée par la presse, donc on n'en parle plus. Mariquita, elle sait très bien y faire, donc elle séduit la presse, mais en même temps, elle garde son image, donc elles sont sur la corde raide. Je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose à voir sur la femme de spectacle de ces années qui se construit une légitimité et en même temps qui se construit en régime médiatique et qui commence à comprendre en fait quelles photos, voire quels costumes dans la vie privée. Parce que tu vois, on pourrait dire aussi que Sarah Bernard garde la séduction, mais en même temps elle est au service des grands textes. Alors que Mariquita, elle fait des chorégraphies aux Folies Bergères aussi, donc il faut qu'elle ait dans sa mise à elle, le sérieux qui ne vient pas par ses compositions en fait. Complètement. Et puis elle a sa place à l'Opéra Comique aussi. Et là, c'est une vraie collaboratrice d'Albert Carré. J'ai trouvé des lettres
où Albert Carré négocie auprès d'elle de mettre un peu moins d'argent dans les costumes parce que franchement, c'est pas possible, c'est trop. Et voilà. Et c'est un peu une exception, hein, Mariquita, par rapport aux autres, mais en même temps, elle a été très vite complètement oubliée. Et celles qui sont restées, c'est les embellies, c'est-à-dire celles qui finalement étaient de très bonnes danseuses, incontestablement, mais c'est tout. C'est-à-dire que Zambelli, elle n'a pas apporté ni à la pédagogie, ni à la chorégraphie, ni à l'histoire, ni au syndicalisme. Voilà. Et je pense que c'est vraiment cette génération qui commence à vouloir émerger et qui construit quand même des choses parce qu'on en a 3 qui publient des livres. Oui, oui. Oui, puis il y a aussi le nom sur l'affiche. Hein. Je vois bien aussi sur Mariquita, quand elle travaille au Folies Bergères, en fait, où son nom est vraiment en gros, parce que c'est une sorte de légitimation aussi du spectacle. Oui, complètement. Mais c'est la seule. Hein. C'est la seule parce que, par exemple, Louise Tichel, 1910, qui fait à l'opéra, parce qu'elle c'est quand même la seule qui est recrutée à l'opéra, c'est pas rien, et ben elle va faire un procès parce que son nom n'est pas sur l'affiche. Et c'est vraiment, il n'y a que Mariquita, qui d'ailleurs ne va pas la soutenir, parce que, voilà, en disant, mais moi opéra comique, donc c'est pas pareil. Et elle va d'ailleurs gagner son procès en première instance et elle va le perdre en appel, mais après l'affaire Stichel, tous les maîtres de ballet et les maîtresses de ballet auront leur nom sur l'affiche. Donc, quelque part, c'est une victoire. Alors, j'ai juste encore 2 petites questions. Enfin, j'en ai encore plein, mais je les glisse là. C'est vraiment par manque de connaissances et tout ça. Tu as parlé en fait d'une pénurie de danseurs et du coup du fait que les femmes sont appelées finalement à remplacer les hommes qu'il n'y a plus. En fait, c'est dû à quoi du coup la pénurie de danseurs Alors, elle est due à ce que Flügel a appelé la grande renonciation masculine, c'est-à-dire 1830, changement de société. On n'est plus dans une valorisation de l'aristocratie où les hommes devaient danser. Société bourgeoise, les bourgeois ne dansent pas, ils ne s'identifient pas. Donc, il y a vraiment les normes de la masculinité basculent complètement. Et on commence, mais c'est à couper au couteau, hein, les critiques de 1828 sont, je dirais, très majoritairement consacrés aux danseurs. Paul l'Aérien, Albert le Miraculeux. Il y a 3 colonnes du feuilleton sur le danseur et il y a 4 lignes pour les 4 danseuses, qui étaient très bien, mais bon, voilà, on va pas en faire une histoire. Les hommes sont toujours cités en premier. Et à partir de 1832, un homme, comme l'écrit Jules Janin, un homme n'a pas le droit de danser. Donc, il va y avoir une stigmatisation constante, joint au fait que les hommes adorent voir les femmes, comme au théâtre, hein, en travesti. Donc, il va y avoir de moins en moins de rôles d'hommes, des rôles de pages. En plus, dans les ballets, il n'y a pas tous ces rôles qu'il y a en théâtre, de père, il y a plein de rôles masculins. D'ailleurs, il y a trop de rôles masculins en théâtre, mais en danse, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a plus d'hommes. Et le 3e facteur, c'est que 1830, c'est aussi la montée du capitalisme, la mise en régie de l'opéra dans un système où il y a les privilèges. Donc, les gens ne peuvent pas aller ailleurs. Et donc, mise en régie, on va licencier. On engage avec avec des rémunérations inférieures. On supprime les régimes de retraite qui seront rétablis beaucoup plus tard. Et donc, les meilleurs danseurs, ils s'en vont. Ils partent en Angleterre, beaucoup, en Italie, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, enfin, ils partent partout. Et donc, progressivement, à force d'être critiqués, d'être dit, voilà, de lire qu'ils sont nuls, qu'ils sont moches, qu'un homme n'a pas le droit de danser, il n'y a plus beaucoup de rôles, ils sont mal payés, ils vont ailleurs. Et ça se voit dans les archives de l'opéra, par exemple. J'ai beaucoup de lettres de jeunes garçons sous le Second Empire, de jeunes garçons qui écrivent au directeur, qui sont à l'école, et qui disent, voilà, je voudrais arrêter. Je veux arrêter parce que je ne peux pas vivre avec ça.
ou mon oncle m'offre une place de mécanicien. Il y en a, voilà. Donc, je veux partir. Ou je vais me marier et il va falloir que je nourrisse ma famille. Donc, je m'en vais. Alors que les femmes, elles n'ont pas beaucoup de professions. Donc, même si elles sont moins payées que les hommes, elles restent. Parce que qu'est-ce qu'elles ont comme métier à part la danse? Si c'est travailler dans les laiteries où on attrape des candidoses, aller dans les ateliers, la danse, elles se disent qu'elles peuvent espérer monter. C'est un vrai métier quelque part. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a très peu d'hommes. Alors, il y a quelques hommes réputés. Hein, statistiquement, il y a quand même plus de maîtres de ballet que de maîtresses de ballet. Mais les maîtresses de ballet, ça démarre en France vraiment après la guerre de 70. Merci. Il y en avait en Angleterre, par contre, avant, et en Allemagne. Ok. Merci. Alors, est-ce que parmi notre public, nous avons des questions? Nicolas II a encore une question. Donc, oui. Là, c'est Saint-Pétersbourg, Nicolas II. Je voulais savoir si, alors c'était assez clair pour la partie, pour tout ce qui relevait de la danse grecque, mais à un moment donné vous avez cité, je ne sais pas si c'est simplement en passant, mais des danses hébraïques, des danses, un ballet égyptien. Alors est-ce qu'il y a un fondement, on va dire, archéologique, si on peut l'appeler comme ça, dans ces danses-là, ou si c'était plutôt quelque chose de fantaisie, quelque chose de fantastique? Alors, pour les danses hébraïques, je pense que c'est clairement fantaisie. C'est juste, je dirais, le prétexte à faire danser une Salomé. D'accord. Parce que j'ai pas trouvé de traces, je dirais, où vraiment il y aurait de la musique, où on fouillerait. Voilà. Alors après, il faut peut-être aller du côté des sociétés juives, voir. Mais non, franchement, en spectacle ou autre, non. Et l'Égypte, c'est une Égypte, alors là, pour le coup, très, très inventée, de même qu'il y a, comme ballet, il y a la fille du pharaon qui est créée. Bon, alors on met les gens de profil, voilà, on les habille un peu comme sur les pyramides, et puis ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Alors que les danses grecques, oui, il y a vraiment un intérêt. Et je trouvais intéressant que Fonta, elle a beaucoup travaillé sur la prosodie, ce que je n'ai pas retrouvé chez les autres par la suite, où on est vraiment sur les vases, avec le livre, évidemment, comment il s'appelle, qui a été une base, y compris pour Nijinsky, hein, quand on prend l'après-midi d'un faune. Et le livre, c'est complètement ça, les bras comme ça. Ce qui fait que, par exemple, Marikita aussi, elle fait des reconstitutions de danse où on est de profil, on a les mains comme ça. Tout le monde se nourrit à ces sources-là. Colette aussi, dans le Petit Faune, tout ça bien avant, quelques années avant Nijinsky. C'est un creuset où tout le monde va puiser et fait ça à sa source. Et justement, encore une fois, une question on va dire de quelqu'un totalement profane. Est-ce qu'il y a posé avec Corinne au début de ce projet, est-ce qu'il y aurait un geste spécifiquement féminin dans ce saisissement des danses grecques, ou est-ce que c'est la même chose chez les hommes qui les étudient et qui les reconstituent à leur époque? Alors, je dirais que je constate que les hommes en danse grecque, j'en ai pas vraiment, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont vraiment sur le ballet très académique. Moi, le premier que je verrais, c'est Raymond Duncan. Mais donc, on est plus tard, on est sur autre chose. Donc, non. Et je pense aussi que les femmes, c'est un peu comme... elles se saisissent de tout ce qui apparaît comme nouveauté pour l'investir. Parce que c'est un créneau, parce que ça leur fait une ouverture, alors que je pense que justement, bon, il a sûrement fait des danses grecques parce que c'était à la mode, mais
voilà, il les fait dans le cadre de son travail de maître de ballet, et puis de même que tout le monde faisait des danses dalmées aussi. Voilà, prétendument d'Inde ou d'Afrique du Nord, mais tout ça, c'est très vague. Hein. D'ailleurs, quand aux Folies Bergères, ils font venir des véritables danseuses algériennes, ça fait un flop total. Par contre, après, quand Mariquita fait des danses, là, on reconnaît la vraie danse algérienne, bien sexy. Donc, non, c'est vraiment, les spécialistes, ce sont les femmes. Ouais. Mais il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le costume, parce que le costume, quand même, libère le corps de la danseuse aussi. Donc, c'est peut-être... Oui. Parce que, bon, Isadora Duncan, elle insiste beaucoup sur ça, en fait, aussi, l'idée que cette danse lui donne accès à une liberté de corps exceptionnelle, en fait. Donc, c'est aussi une façon, Oui. peut-être, pour les femmes. Hein, tu as parlé, en effet, des robes, du corset et tout ça, en fait. Enfin, le passage par la libération du corps est peut-être permis par l'appropriation, peut-être, de ces danses venues d'ailleurs. Complètement, et je pense que pour ces salonnières qui devaient être comprimées, les duchesses, les comtesses, etc., là, d'un seul coup, elles pouvaient respirer. En même temps, on était dans l'élégance, le machin, la chasteté, la fluidité du mouvement, mais elles devaient souffler. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette circulation de la danse vers d'autres sociétés qui autrement n'auraient jamais été faire de danse. Alors, je crois que nous avons une question de Françoise Dartois-Lapère dans notre public. Françoise, est-ce que vous pouvez allumer votre Bonjour Françoise. Micro? Oh, bah, si bonjour Hélène. On se connaît, oui. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Et je te remercie infiniment parce que c'était vraiment passionnant, comme d'habitude, et on apprend beaucoup de choses en t'écoutant. Donc, merci infiniment d'abord. Et puis, j'étais très heureuse que tu mettes en évidence le rôle de Laure Fonta dans ce nouvel intérêt, finalement, qu'elle a su susciter pour les danses des époques plus anciennes. Et donc, ce qui m'a semblé très intéressant, c'est qu'elle s'est apparemment intéressée à la fois aux danses types, menuet, comme tu as montré des documents tout à fait passionnants, mais aussi ballet pantomime. Donc, le fait qu'elle ait travaillé sur ces deux tableaux, je trouve que c'est très intéressant. Et tu l'as sans doute dit, mais je n'ai pas entendu, tu as parlé de la toilette de Diane qu'elle aurait essayé de reconstituer, ou du moins dont elle a fait un ballet pantomime. Et c'était à quelle date? Est-ce que tu peux Alors, je peux te dire ça, mais tu sais, c'était peut-être des petites scènes dans un salon, et comme c'est un thème à la mode, je n'ai pas grand-chose. Attends, le ballet, la toilette de Diane, je vais te dire ça tout de suite. C'est dans la presse, le journal La Presse, 17 avril 1880. Oui, 1880. Donc, on est vraiment au début de la reconstitution d'époque, et c'est chez le marquis Jules Daoust. Et donc, c'est vrai que c'est parmi les premiers essais, vraisemblablement, oui. Donc, c'est très, très intéressant. Et d'autre part, tu as parlé justement de ces conservatoires qui s'ouvrent pour l'enseignement des danses anciennes. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru que tu disais, en plus de ces danses, qui ont donc toutes ces vertus de retour vers le noble, vers le sérieux, vers le pudique, le décent, il m'a semblé que tu disais qu'il y avait aussi le tango d'enseigner. Eh bien oui, c'est aux annales. Aux annales, j'ai vu, il y a la jota et puis il y a le tango. Et je me dis, il devait y avoir des cours de danse de salon avec le tango. Moi aussi, c'est comme quand j'ai vu qu'on dansait le cakewalk, je me suis dit, mais est-ce bien raisonnable? Et en même temps, le cakewalk, Zambelli, elle remporte un prix avec Gabriela Struck de tango, alors que
de Cakewalk. Donc voilà, oui, il y a encore plein de choses parce que je pense qu'il y avait aussi des cours de danse de salon. C'est pour ça qu'il y avait des hommes aussi qui venaient parfois dans ces cours. Et c'est très difficile de savoir qui était là et comment se déroulait un cours. Parce que je n'ai pas de source, il faudrait que je trouve des journaux de personnes qui raconteraient leur journée et comment ça se passait. Autrement, j'ai des programmes, j'arrive à savoir, par exemple, que c'était le jeudi pendant 2 heures. Le prix, je connais le prix des cours à cause des publicités, mais je ne sais pas combien les professeurs étaient payés. D'accord. Donc, il y a encore plein de pistes de recherche. Il y a plein de pistes de recherche qui sont dans les fonds privés, sûrement dans beaucoup de fonds d'hommes. Mais voilà, il faut fouiller. Alors, Enfin, l'avantage, c'est que les grandes familles ont souvent beaucoup d'archives. Ouais. Mais il faut les contacter, leur demander. Enfin, c'est compliqué. Hein. Je vous ai dit, moi, j'ai eu cette expérience-là d'aller. Je crois que c'était chez les Noailles, mais je ne suis plus très sûre, pour un anniversaire de mariage avec des élèves de l'école de danse de l'Opéra. Et puis José Martinez et Agnès Le Testu. Et j'ai jamais autant senti qu'on n'appartenait pas au même monde. Déjà, on est rentré par l'entrée de service, on était parqués dans un coin. Enfin, c'est compliqué, on n'a pas les mêmes codes. C'est fou, ouais. Très intéressant comme expérience, effectivement. Ouais. Voilà. Alors après, les danseuses de l'époque, elles avaient des avantages que nous, la presse ne rend pas compte de ce genre de choses. Alors que pour elles, c'est vrai que tout est bien, tout le monde est présent, y compris le nom des artistes qui sont intervenus. Donc pour elles, c'était quand même une sacrée publicité. Et puis elles étaient peut-être un petit peu rémunérées en nature aussi, ou avec un repas, ou avec des choses comme ça. C'est très intéressant pour elles. Voilà, elles devaient venir faire répéter les gens, parce qu'avec ces espèces d'énormes trucs où il y a 15 entrées, il faut faire pas mal de répétitions, donc on devait les nourrir, puis elles rencontraient des gens aussi. De toute façon, c'est Isadora Duncan, c'est ça, elle est arrivée, je crois que la première c'était Madeleine Lemaire, de là elle est passée chez la comtesse de Créful, enfin voilà, ça circulait. Alors, y a-t-il encore des questions dans notre public, sachant que j'ai encore des questions sous le coude, mais qu'il nous reste 10 minutes, donc on essaye de répartir. Il y a d'autres questions? C'est bien parce que je vais en profiter pour me glisser. Non, j'étais en train là de regarder aussi pour mes histoires un petit peu de représentation, parce que j'essayais de voir à quelle époque les petites filles commençaient à rêver de faire du ballet, et que du coup tout le monde va inscrire sa petite fille dans le cours de danse classique d'à côté. Et en fait, je regardais, bon, il y a L'âge heureux, en fait, la série d'Odette Joyeux qui date des années 50, et les ouvrages de Noel Streatfeild, en fait, Ballet Shoes, c'est dans les années 30. Donc c'est vraiment, en fait, après la Première Guerre mondiale qu'il y a peut-être quelque chose qui... Oui, clairement. Alors, les petites filles pouvaient rêver de rentrer à l'opéra ou de la danse, mais c'était des petites filles des milieux très pauvres. D'accord. Et donc, par exemple, j'ai un témoignage de la maîtresse de ballet, dont je parlerai au colloque avec Nathalie, là, sur les patronnes, Jeanne Hugard. C'est très clair que pour une petite fille pauvre, ça fait rêver. Et puis, ça fait rêver les parents, parce que déjà, on l'a dit, c'est une vraie profession. Et puis, elle pourra faire une belle rencontre aussi. Et puis, voilà. Et puis, c'est mieux que de l'envoyer comme domestique ou de l'envoyer dans une usine. Par contre, dans la bourgeoisie et l'aristocratie, non, on ne rêve pas de devenir danseuse. C'est complètement inimaginable. Et effectivement, je ne sais pas exactement quand ça commence. Les années 20, je ne pense pas. Peut-être après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a les années 30, peut-être un peu, mais c'est quand même à la marge.
Ça doit être différent en plus selon les aires géographiques, comme tu l'as dit aussi, hein, parce que l'espèce d'ouvrage canonique Ballet Shoes, en fait, qui est vraiment un livre pour les enfants de Stratfield, c'est les années 30. Mais en fait, du coup, c'est que la danseuse est un rêve méritocrate, comme aussi un petit peu parfois l'actrice. Tu iras au conservatoire et c'est quand même un peu mieux que l'usine. Oui, Oui, il y a ce côté. Et puis de se dire, bah, je vais réussir avec mon travail. Alors, même si, en tout cas, à l'opéra, Jeanne Hugard, c'est très clair, on ne réussit pas avec le travail, on réussit en payant les hommes et en couchant avec. Ça, c'est très, très clair. C'est pour ça qu'elle n'arrivera pas. Bon, elle fera d'autres choses passionnantes, mais voilà. Mais en même temps, il y a ce rêve qu'avec du travail, on va s'en sortir. Mais surtout qu'en plus, le travail dans la danse est même plus visible, hein, parce qu'il y a tout cet apprentissage, alors qu'on peut dire qu'on peut devenir actrice du jour au lendemain. Ouais. Et d'ailleurs, le conservatoire ne va intégrer la danse en tant que discipline à part entière et pas juste de complément pour le chant et puis l'art dramatique qu'en 1925. Donc c'est très tardif et il faudra attendre 46 pour que le professeur de danse soit vraiment rémunéré. C'est-à-dire qu'en 1933, je crois, il n'y a plus d'argent, donc on dit on va supprimer la classe de danse. Jeanne Charles dit non, 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 je veux bien le faire gratuitement. Et donc, on va avoir comme ça pendant quand même pas mal d'années un professeur qui n'est pas rémunéré pour enseigner une discipline au Conservatoire national. D'accord. Bon, bah c'est bien, c'est plein d'espoir. Ça veut dire qu'il y a des périodes un peu creuses où la culture doit marcher sur le bénévolat, mais ce n'est pas perdu. Ça revient après, peut-être. Non, non. Et puis, elle se rattrapait sur les cours particuliers. Ah oui, bien sûr. Qui étaient formellement interdits aux professeurs de conservatoire rémunérés. Oui, d'accord. Avec tout ce que ça entraînait comme injustice, enfin. Bon, Nicolas, je te laisse conclure peut-être. Oui, alors peut-être une dernière toute petite question. Quelle est aujourd'hui les ouvrages de Laure Fonta, est-ce que ce sont encore des références pour les spécialistes de la danse ou est-ce que c'est un document historique sur lequel tu as travaillé là pour cette conférence? Alors, je pense que c'est plus, mais peut-être que Françoise peut mieux répondre parce qu'elle est spécialiste des danses plus anciennes que moi. Moi, je pense que c'est plus un document historique, même s'il semble qu'elle n'est pas racontée trop de bêtises, notamment musicalement. Moi, j'ai demandé à des spécialistes qui ont dit non, non, mais elle a complètement raison. Même si les musiciens disaient à l'époque, mais non, ça ne va pas, elles sont à contre-temps. Mais non, elles n'étaient pas à contre-temps. C'était vraiment, voilà, on travaille différemment. Mais je ne sais pas, Françoise, peut-être tu peux répondre. Mais effectivement, elle est actuellement surtout utilisée, et ses écrits sont utilisés surtout dans le cadre de l'approche historiographique de la danse, parce qu'effectivement, elle apparaît comme une pionnière dans l'intérêt pour les reconstitutions de danse du passé, avec évidemment les a priori aussi de son époque que l'on y décèle. Et quand tu as montré, Hélène, la photo où il y a des pointes pour interpréter des danses anciennes, ben, on retrouve un petit peu le même style de document à l'opéra aussi à l'époque, quand on reconstitue le bal chez Thérèse ou des œuvres de ce genre. On trouve effectivement des pointes, ça ne choquait pas à l'époque, alors que maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui ne se ferait plus. Donc, vraiment une personnalité érudite, comme tu l'as très, très bien montré et développée, et qui reste d'un intérêt pour l'approche historiographique de la danse, de l'évolution de nos connaissances, en fait, sur le sujet. Donc, voilà, et une femme qui écrivait, c'était pas si courant, effectivement. Donc, elle mérite vraiment une place d'honneur, je trouve. Et qui n'avait pas passé son bac, ou qui n'avait pas la culture, elle était vraiment d'origine très… Donc, elle est très autodidacte. Tout à fait, ouais.
Et elle a beaucoup de mérite, je pense, à avoir mené cette tâche et dans un contexte avec Théodore Lajarde, comme tu disais, des gens compétents aussi autour d'elle, donc qui lui ont ouvert les archives, c'était important. Donc elle a fait un très très beau travail, effectivement. Merci encore, Hélène. Merci, merci à toutes et à tous. Merci surtout à Hélène, c'était vraiment passionnant. Merci Vraiment. à tout le monde. Eh bien, écoutez, on va conclure donc la séance d'aujourd'hui. On va vous souhaiter d'abord à toutes et à tous un bel été. Et comme promis, on revient très rapidement vers vous, à la fois sur Fabula, Dramatica, et puis sur la liste plus liée à ce séminaire qu'on avait pu créer, d'où les adresses mail que je vous ai demandé en début de séance pour les nouvelles et les nouveaux. Et puis, ben, voilà, à très vite. On se retrouve à l'automne 2025, c'est-à-dire dans quelques petites semaines. Il y a Corinne, on a ton micro, mais on ne t'entend pas. Je ne sais pas si. On ne t'ouvre plus, surtout non. Est-ce que tu m'entends, Corinne? Bon, ben, je vais couper. Lucie, au revoir. Au revoir et un bel été à tout le monde. Un bel été. Au revoir. Oui, on va essayer. Au revoir.